Table ronde numéro 6, donc. Cécile Twitou, on la garde sur l'estrade. Avec Benjamin Luzet, donc, Hélène Berthe, David Bédon, pour une table ronde intitulée « Quelles sont les données en bibliothèque publique ?» Les bibliothèques publiques n'ont que peu été abordées et je trouvais important d'en parler ici. Comment sont-elles produites et à quoi servent-elles concrètement? Et je laisse la parole à Cécile. Merci. Donc, effectivement, nous allons parler avec Hélène Baird, Benjamin Luzet et David Bedon, que je vais laisser aussi se présenter comme tout à l'heure, qui sont également contributeurs, ou en tout cas leur établissement contributeurs de cet ouvrage pour des questions aussi d'utilisation des données en bibliothèque départementale et en bibliothèque de lecture publique. Donc, premier tour de table, on va aborder cette question de savoir, pour commencer brièvement, et comprendre l'architecture locale et nationale de ces données en bibliothèque de lecture publique et quelle est la nature des données qui sont collectées et que vous fournissez. Et est-ce uniquement pour faire remonter à un niveau de gestion supérieur aux bibliothèques départementales ou au ministère des données, ou est-ce que vous voyez d'autres usages qu'il est intéressant de partager maintenant? Hélène, si tu veux commencer. Bonjour. Donc moi je suis chargée de collection, Hélène Baird, chargée de collection et informatique documentaire à la bibliothèque départementale des Côtes-d'Armor. Donc les données qui sont collectées à la bibliothèque des Côtes-d'Armor sont de 3 types. Premier type de données, ce sont les données SLL, dites aussi données NeoScribe. Alors, ce sont des données qui correspondent aux données d'activité des bibliothèques, donc qui correspondent à la norme citée par Cécile sur la statistique internationale des bibliothèques, qui entre également dans le cadre réglementaire du Code du patrimoine, qui fixe l'obligation pour les bibliothèques de lecture publique de transmettre ces données au ministère de la Culture. Et par convention avec le ministère de la Culture, justement, les bibliothèques départementales ont un rôle de coordination de la collecte de ces données auprès des bibliothèques qui relèvent de leur périmètre. Donc ce côté très réglementaire fait qu'à la BCA, c'est une note de service qui fixe le protocole d'accompagnement de cette campagne de collecte de données, très très précisément, le calendrier, les différentes modalités d'accompagnement et jusqu'à l'utilisation qui est faite de ces données, puisqu'elles sont utilisées, alors elles sont réinjectées dans le SIGB de la bibliothèque départementale. Ça nous permet d'établir des tableaux de bord, d'avoir une remontée des typologies qui sont calculées à partir des données qui sont renseignées par les bibliothèques. Donc ça, c'est vraiment un outil de pilotage pour la bibliothèque départementale. Et ces données sont utilisées également pour produire des analyses qui sont partagées au réseau, publiées sur le portail professionnel de la bibliothèque départementale et utilisées depuis 2 ans pour produire une infographie que je montrerai un petit peu plus tard de type chiffre-clé. Ça, c'est le premier type de données. Second type de données collectées, ce sont les données SIGB qui correspondent aux données d'activité de la bibliothèque départementale elle-même, donc des données classiques issues elles aussi, qui correspondent elles aussi à la fameuse norme statistique internationale des bibliothèques. Ces données issues du SIGB sont recopiées dans un tableur et alimentent des tableaux de bord que nous partageons au réseau de bibliothèques également. Et dernier type de données, ce sont les données issues des analytics des portails de la bibliothèque départementale. On a 3 portails en ligne et les données issues des ressources numériques. Donc là, ce sont des plateformes qui sont mises à disposition des usagers des bibliothèques, donc des données d'audience, qui nous permettent là aussi recopiage dans des tableurs et puis partage de bilan d'activité aux bibliothèques du réseau
Et là, je rejoins la remarque qui était faite dans la table ronde précédente. Ce sont aussi des données extrêmement utiles pour la négociation au moment des réabonnements aux ressources numériques. Ce sont vraiment des données très, très précieuses pour nous pour négocier notamment les tarifs d'abonnement aux ressources numériques. Donc, vous voyez qu'elles sont caractérisées, ces données, par le fait d'être... il y a un côté réglementaire et normatif structurant. Également le fait d'être manipulé, en fait, il y a beaucoup de manipulations manuelles, il y a beaucoup de mise en œuvre humaine derrière ces données, même si c'est de la mesure au départ et même si elles sont issues d'applications, de portails. Et puis dernier point de convergence, c'est leur publication alors à la bibliothèque départementale en open data. L'ensemble des données issues du SIGB est publié en open data. Une toute petite partie des données SLL, puisque ce ne sont pas nos données, en fait, les données SLL, même si nous les collectons. Donc l'annuaire des bibliothèques est publié en open data. Et puis les analytics, lorsque le format le permet, puisque du coup, outre les problématiques d'anonymisation, on a des problématiques de format compatible ou non avec notre portail open data. Ce qui peut être publié en open data l'est. Voilà, pour le tour d'horizon. Costarmoricain. Merci. Alors moi c'est David Bédon, je représente la bibliothèque départementale du Val d'Oise et donc c'est très pratique pour moi parce que tu as présenté l'émission des bibliothèques départementales par rapport aux données, notamment aux données qu'on reporte au niveau national. Oui c'est bon. Et donc nous, on s'est posé à un moment donné la question de comment décrire l'activité d'une bibliothèque de manière très simple et triviale. Et on a parlé à plusieurs reprises précédemment des données de fréquentation. Et on s'est intéressé en particulier à cette donnée parce que justement pour produire un discours sur la bibliothèque et décrire quelque chose qui soit représentatif d'une activité, notamment quand on parle aux politiques, on a besoin souvent de dire beaucoup de choses mais qui tiennent sur un ticket de métro. Donc quelle serait la donnée à retenir d'un côté les centaines de données qu'on collecte pour l'Observatoire de la lecture publique, et parmi cette centaine de données, il y a une donnée qu'on fait ressortir, c'est la fréquentation. Alors la fréquentation, on s'y intéresse parce qu'il est question de développement des publics. Dans une histoire pas si lointaine, il ne vous a pas échappé que, en tout cas dans la lecture publique, on a opposé au début des années 2000 les pratiques, les mesures, tout ce qui concerne les documents, la place des documents et tout ce qui concernait la place des publics. Ça a fait couler de l'encre et de la littérature bibliothéconomique. Et il y a une notion qui en est ressortie et qu'on a beaucoup entendue, en tout cas en lecture publique, qui est la notion de troisième lieu. Et donc on s'est intéressé de près à la fréquentation. Donc décrire la bibliothèque par autre chose que ce qui la caractérise vraiment, c'est-à-dire les documents, la circulation des documents, etc. Plutôt la décrire par ce qui nous permet de comparer la bibliothèque à la fois à elle-même dans le temps, à ses partenaires autres bibliothèques dans l'espace, mais plus largement à d'autres établissements recevant du public qui n'ont pas donc les mêmes caractéristiques qu'une bibliothèque, mais qui reçoivent également du public. Donc d'où l'importance de cette donnée de la fréquentation. Et ce qui nous permet aussi de sortir du réflexe, comme le disait Cécile tout à l'heure, de mesurer la bibliothèque par le nombre de prêts ou le nombre d'inscrits, fût-il actif. Voilà, et donc cette donnée, on la met au service de notre mission, effectivement, notre mission d'accompagnement et d'ingénierie culturelle auprès des bibliothèques municipales et intercommunales sur un territoire départemental.
Merci. Moi, je suis Benjamin Luzet, je travaille à la Bibliothèque municipale de Lyon dans un service support qui s'appelle la mission politique documentaire, et où j'ai des fonctions d'accompagnement autour de la politique documentaire en direction des différentes bibliothèques de notre réseau et de réflexion généralement sur l'orientation que doivent prendre les collections dans une logique d'attractivité et de lecture publique, évidemment. Donc moi, je travaille principalement sur des données de prêt, mais dans une logique d'orientation du développement des collections. Donc j'y reviendrai, mais peut-être sur la question de la collecte, je vais revenir sur quelque chose qui a déjà été abordé très rapidement précédemment, autour du fait qu'on n'est pas forcément tous égaux par rapport à cette collecte des données, et notamment en lien avec le SIGB, donc le logiciel métier, comment il va permettre d'avoir de la donnée ou pas à un certain moment. Et donc nous à Lyon, et j'en parle parce que c'est à l'origine du projet qui m'a fait rédiger l'article dans l'ouvrage de Cécile Touitou, on a un SIGB qui ne dispose pas de module statistique. Donc en fait, c'est à un moment donné, donc notamment aussi, moi je travaille pas sur... je participe à la collecte des données pour le SLL, même si c'est pas moi qui coordonne tout ça. Et donc c'est un petit peu une lutte, pas de chaque instant, mais ça peut apparaître assez compliqué parfois d'aller chercher de la donnée directement, en général dans de la donnée brute. Donc nous, comme on n'a pas de module statistique, et même au niveau de la donnée brute, ça apparaît parfois compliqué dans le sens où notre SIGB ne permet pas non plus de l'extraire de façon simple, dans le sens où on est systématiquement en tant que bibliothécaire. Moi, je suis bibliothécaire informaticien. On est systématiquement obligé de faire appel à nos collègues informaticiens pour extraire de la donnée à l'intérieur de la base de données qu'on doit après retraiter pour obtenir des données d'usage et toutes les données du SLL un petit peu en permanence. Non, oui, donc vos différents articles, donc j'invite tout le monde à lire, c'est vraiment des articles, pour moi qui ne suis pas de la lecture publique, vraiment passionnants et qui témoignent justement d'une manière très innovante en fait de traiter de la donnée. Et du coup, je vais laisser la parole à Benjamin. Et si tu peux, du coup, donc, au-delà de la difficulté de collecter ces données d'usage qui ne sont pas, dont la collecte n'est pas automatique, est-ce que tu peux nous présenter en fait cette initiative que tu as prise par rapport à la plupart des bibliothèques de lecture publique? Je crois que c'est vraiment très innovant. Je sais pas si c'est innovant et je suis pas sûr que ce soit moi qui ai pris l'initiative, mais ok. Voilà, j'insistais sur cette absence de module statistique et donc cette absence de statistiques disponibles un petit peu pour les agents de la bibliothèque municipale de Lyon, dans le sens où c'est ce qui est à l'origine du projet qui a été mis en œuvre. Alors c'est un projet qui s'inscrivait à l'époque, hein, c'est assez lointain maintenant, qui s'inscrivait dans plus vaste, on va dire, de réflexion par rapport à l'attractivité des collections. Donc voilà, le assez général de mise en adéquation des collections avec les besoins des usagers. Et donc, il y avait une réflexion générale sur l'attractivité des collections dans leur ensemble. Alors, on avait listé un petit peu toutes les façons d'améliorer l'attractivité des collections avec différents points. Et l'idée, c'était de voir point par point comment on pouvait améliorer cette attractivité. Alors, il y a beaucoup de points qui permettent l'attractivité des collections. Je ne vais vraiment pas les lister. J'ai fait ça dans une formation avec Cécile et ça a pris 1 heure alors que ce n'était pas l'objet de la formation. Donc là, je ne vais pas les lister. Mais il y en a un de points qui va être évidemment de prendre en compte les retours des usagers afin d'adapter les collections. Et même à l'intérieur de cette prise en compte des retours des usagers, il y a différentes manières de le faire. Et il y a une des manières de faire qui va être d'évaluer les collections et d'évaluer surtout l'usage qui est fait des collections, puisque au final, les données d'usage, elles vont constituer une rencontre entre des collections et un public. Donc voilà, je travaille sur les données de prêt. Et donc l'idée, évidemment, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire autour de ces statistiques bibliothéconomiques. Alors on partait pas de rien du tout à Lyon. Bon, c'est quand même la bibliothèque à Bertrand-Calange que je ne peux pas ne pas citer en étant aujourd'hui à l'ENSIB. Donc il y avait déjà une culture de l'évaluation qui était quand même bien installée, mais disons que ça se faisait de façon assez dispersée dans la bibliothèque. Beaucoup de collègues un petit peu experts qui produisaient leurs petites stats dans leur coin. Alors avec une méthodologie qui n'était pas forcément fixée,
et aussi un peu de différentes manières. Donc ça, voilà, ça donnait beaucoup d'angles morts, des stats qui n'étaient pas interopérables, même si c'était quand même un bon départ. Donc l'idée, ça a été de produire de façon centralisée des statistiques bibliothéconomiques pour tout le réseau. Donc aujourd'hui, c'est le cas, hein, et maintenant ça fait plusieurs années où on a pour l'ensemble du réseau, avec une segmentation assez fine, des données statistiques basiques. Donc à la base, il a fallu réfléchir. Alors c'est aussi l'avantage de ne pas avoir de statistiques imposées par un SIGB, c'est qu'on peut réfléchir à ce qu'on veut et on peut choisir ce qu'on veut, comment on le fait et de quelle manière. Donc là, voilà, il y a eu toute une réflexion, hein, qui était une réflexion collective aussi autour des indicateurs. Donc on a choisi des indicateurs, on a choisi de se limiter à un certain nombre d'indicateurs, mais des indicateurs assez simples. Alors c'est des indicateurs connus, hein, voilà, on parle notamment de taux de rotation, mais aussi nous on est parti sur un autre indicateur qui est le taux d'inactivité. Donc voilà, c'est un indicateur qu'on estime assez intéressant dans le cadre de la BM Lyon et dans une logique de lecture publique. Il faut savoir qu'à Lyon, on a quand même des problématiques d'espace. On considère que la plupart de nos bibliothèques, peut-être pas toutes, mais la plupart sont sous-dimensionnées par rapport aux usages ou par rapport aux usages qu'on voudrait en faire. Et donc, cette question de l'inactivité, des collections qui ne sont pas empruntées, elle pose vraiment question. Donc c'est un indicateur voilà, qu'on a développé et à l'échelle de tout notre réseau. Mais on ne voulait pas s'en tenir à de la production statistique. L'idée, c'était, avec chaque indicateur qui était développé, de proposer des clés d'interprétation pour que les collègues aient des pistes et n'interprètent pas mal ces indicateurs non plus. Donc voilà, sur le taux d'inactivité, par exemple, on va avoir une logique qui va être de réfléchir à la cause de l'inactivité avant de trouver la solution. Donc l'indicateur va constituer un petit peu une alerte, mais ce n'est pas lui en tant que tel qui va donner des solutions par rapport au développement des collections. Mais par contre, on va réfléchir aux causes de cette inactivité, et en fonction de ces causes, quand on les aura identifiées, ou en tout cas tenter de les identifier, on aura des solutions qui vont se décliner. Voilà, donc cette interprétation, l'idée derrière tout ça, c'est qu'évidemment, cette interprétation de statistiques bibliothéconomiques, c'est que ça détermine en partie, en tout cas, le développement des collections. Donc voilà, il faut que cette orientation, elle soit basée sur des données et qu'elle ne repose pas un petit peu sur des intuitions. Donc c'était vraiment, on rentre encore dans la logique data-driven, à se dire, voilà, en fonction de tout ça, où on va, comment on fait bouger nos collections, comment on les renouvelle. Est-ce qu'il y a des segments qui ont vocation à grossir? Est-ce qu'il y a des segments qui ont vocation à rapetissir? Je citerai quand même Ranganathan et sa 5e loi des bibliothèques qui dit que les bibliothèques sont un organisme en développement. On sait que nos collections doivent évoluer pour s'adapter aux usages, donc on essaye de le faire en se basant, en partie en tout cas, sur des données. Voilà. Et dans l'article que j'ai rédigé dans l'ouvrage de Cécile, en dernier lieu, je reviens sur l'application concrète de tout ça et comment, à partir de cette réflexion sur l'orientation, une fois que celle-ci a été décidée, comment concrètement on fait du calcul budgétaire, comment on alloue la bonne somme à chaque segment, à chaque gestionnaire de collection, voire en allant plus loin avec une logique autour de planification du désherbage et ce genre de choses. Merci beaucoup. Hélène ? Alors, la contribution qui était la mienne à la boîte à outils portait à la fois sur la publication des données de la bibliothèque départementale en open data et sur la participation à un événementiel autour de la donnée. Qui s'appelait eBlab. Donc c'est sur cet événementiel c'est de cet événementiel que je vais surtout vous parler. Donc comment ? Donc, cet événementiel
était coordonnée par une association qui s'appelle West Media Lab, qui a un site internet. Donc, si le travail de cette association vous intéresse, je vous invite à faire un tour sur ce site. Donc, c'est une association basée à Nantes qui a une quinzaine d'années aujourd'hui, dont l'objectif est de favoriser le partenariat et la coopération entre les différents acteurs de l'information, que ce soit éditeurs de sites web, éditeurs de presse, médias d'information, les établissements d'enseignement supérieur, des startups, des collectivités locales. Voilà, le but étant de travailler ensemble pour créer de l'innovation. Et donc, un des leviers, c'est une association qui propose de la formation et qui propose aussi des événements de type hackathon qui s'appelle IBLab. Alors, qu'est-ce qu'un IBLab ? C'est un événement qui dure 3 jours, qui regroupe tous ces acteurs que je viens d'évoquer. Donc, dans notre cas, des porteurs de projets autour de la culture, 2 grandes écoles de Bretagne de journalisme et d'informatique, et puis des enseignants en data journalisme, avec l'objectif de faire parler les données. Donc les porteurs de projets que nous étions étant chargés de présenter leur jeu de données, et puis un objectif final qui était fixé en amont du démarrage du IBLab avec les porteurs de projets. Dans notre cas, il s'agissait de produire un mini-site avec de la data visualisation des données de la bibliothèque départementale. Donc ce type d'événement avec une conduite de projet et une méthodologie de travail en intelligence collective c'est toujours un retour d'expérience extrêmement riche, assez engageant. Ce qui était intéressant, alors l'objectif c'était de valoriser à la fois le portail Datarmor. Cet événement dont je vous parle est assez ancien en fait, il a eu lieu en 2016 à l'époque justement de la fameuse loi pour une république numérique. Donc le portail avait 1 an, le portail Datarmor 2 ans. Donc ça permettait de communiquer sur ce portail et ça permettait aussi de valoriser les données de la bibliothèque départementale. Donc outre cet aspect-là, ce que je retiens comme enseignement, c'était aussi d'être confronté. Pour nous, c'était une super expérience de voir tout de suite un intérêt à libérer des données sur un portail open data. C'est pas toujours, on n'a pas tout de suite ce retour toujours, et c'est même souvent assez rare apparemment. C'était aussi d'avoir cette expérience de sortir de sa zone de confort, puisqu'on sort du contrôle des données par soi-même, on est confronté à l'usage par des tiers, et quand on connaît bien ces données et qu'on en connaît les limites, c'est pas toujours très confortable. Ce qui était aussi très intéressant, c'est de voir quelles étaient les zones d'ombre par rapport à ces données, c'est-à-dire qu'assez rapidement les étudiants auraient souhaité des données que nous n'avions pas, le nombre de kilomètres parcourus par les camions par exemple, le nombre de quelle quantité de carburant était dépensé. Alors on ne les avait pas parce que ce sont d'autres services qui ont ces données, mais aussi parce qu'elles ne sont pas toujours sous forme de base de données disponibles. Des données aussi qu'on pourrait avoir, mais c'est juste qu'on n'a pas pensé à les exploiter, des données de type top 10 des titres empruntés, puisque à un moment ils auraient souhaité faire une cartographie des titres qui étaient plus empruntés dans le réseau. Et puis aussi des données, et là c'était très pertinent de leur part, que nous collectons qui sont collectées dans le cadre de l'enquête SLL, mais qui sont très mal complétées par les bibliothèques, qui mesurent l'impact, la mesure du prêt des documents de la BCA
du prêt effectif par les usagers finaux des documents de la BCA. Et ça, c'est une donnée effectivement qui nous intéresserait, mais qui est difficile sans doute à extraire, souvent difficile à extraire pour les bibliothèques, ce qui fait que voilà, ça c'est un peu un angle mort de nos données. Donc voilà, expérience très positive du LibLab. Alors, je prends la balle au vol, la balle de la difficulté à récolter les données, puisque c'est pour cette raison précisément que la bibliothèque départementale du Val d'Oise s'est attaquée à ces données de fréquentation, qu'on recueille déjà par ailleurs. Alors pourquoi la recueillir? C'est que cette donnée, elle est donnée justement par 60% des bibliothèques municipales. 60%. Ça pose un problème de qualité de la donnée, justement. On ne peut pas tout comparer si on n'a pas une donnée qui soit exhaustive à un moment donné. Et donc, tout est parti historiquement d'une démarche mue par la mission études et recherches de la bibliothèque départementale en 2011, avec une étude sur les facteurs de réussite d'une bibliothèque. Benjamin ? Oui, Benjamin parlait tout à l'heure du développement des collections et de la nécessité de mesurer les collections pour pouvoir étudier leur développement. Là, il s'agit de développement des publics. Donc, pour faire un peu la boutade, quelle serait notre politique d'acquisition des publics? Et évidemment, la donnée de fréquentation était centrale. Pour obtenir cette donnée qui était insuffisamment collectée, en raison de la difficulté à l'obtenir. Pourquoi on a eu du mal on a du mal à obtenir cette donnée? C'est que beaucoup de bibliothèques n'ont pas les moyens de recueillir cette donnée, n'ont pas les appareils, n'ont pas les logiciels, n'ont pas l'idée même de la recueillir, alors que ça leur est demandé annuellement par l'État, mais il y a quand même une mention un peu pratique qui est non communiquée quand on n'a pas de données. Voilà, donc on a cherché à les inciter fortement, et comme ça a pas mal fonctionné, on l'a reproduit à 3 reprises, en 2014, en 2019, en 2023. Le passage de 2019 à 2023, particulièrement intéressant pour mesurer les effets du Covid sur la fréquentation des bibliothèques. Et évidemment, ces données qu'on collecte brutes, on va les comparer à d'autres données qui sont plus empiriques, qui sont plus de terrain, pour les mettre en perspective et pour en tirer soit des choses à faire, comme on le fait dans les collections, soit des conseils à donner, soit des plaidoyers pour que les bibliothèques puissent obtenir les moyens de leur action. En effet, c'est par la corrélation qu'on peut opérer ceci, et en corrélant notamment avec telle action, avec tel développement de services, avec tel agrandissement, avec telle extension des horaires, qui ont un impact positif qu'on a constaté à chaque fois sur la fréquentation. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un chiffre de fréquentation, on va le mettre en perspective pour lui donner du sens. Merci. Je voudrais juste avoir un feedback sur le temps qui nous reste, parce que je crois que... 5 minutes, voilà, on va être obligé d'aller très vite sur la fin. Je suis désolée. Donc la question suivante, c'était vraiment sur l'acculturation des collègues. On a dit tout à l'heure qu'il y avait vraiment un déficit, moi je trouve même d'appétence en fait de nos collègues, que ce soit au-dessus ou enfin, d'un point de vue hiérarchique ou même pour la donnée, etc. Comment, notamment, Hélène, tu as fait pour acculturer tes collègues à ce travail, et comment tu as travaillé avec le département pour ces questions d'ouverture des données et de publication en open data? Alors en fait, pour la publication en open data, l'acculturation, elle concerne surtout les référents fonctionnels. Donc en fait, moi, c'était très facile, il n'y a pas eu d'acculturation à faire. On était déjà dans une logique, l'épisode 2 de nos ressources numériques, du déploiement de nos ressources numériques, c'était déjà réfléchir sur l'ouverture après avoir proposé des ressources numériques par rapport auxquelles les usagers devaient être inscrits et authentifiés. Notre réflexion, c'était, là, on a une enclosure du web, c'est quand même problématique, alors que le modèle de la bibliothèque physique, c'est l'ouverture. Donc on était déjà dans cette optique d'ouverture.
Et ensuite, l'open data en lui-même repose vraiment sur une dynamique interservice au département et sur un chargé de mission open data qui a vraiment ce rôle d'appui, aussi bien d'acculturation que d'aide méthodologique et technique. Excusez-moi, je vais laisser la parole. La nécessité, effectivement, il ne suffit pas d'un coup de baguette magique pour acculturer les professionnels à l'obtention de données qui vont leur prendre du temps, dont ils ne vont pas toujours mesurer l'utilité immédiate et qui pourraient même parfois susciter la méfiance sur on veut une culture de la performance. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Non, c'est pas ça qu'on cherche. Mais en tout cas, quand on est en posture accompagnante, on est en posture de management fonctionnel, c'est-à-dire qu'on n'ordonne rien, mais on va essayer d'inciter et trouver tous les leviers d'incitation pour faire participer les professionnels à cette collecte. Alors c'est du conditionnel, c'est-à-dire que ça c'est le plus violent, c'est que si vous voulez telle subvention, il va falloir nous donner tel chiffre. Évidemment, c'est pas notre principal levier. Il y a le persuasif, on va vous expliquer que c'est vraiment très très utile et on va vous convaincre que ces données, elles vont vous servir. Il y a le participatif, c'est-à-dire que vous allez nous aider à concevoir le processus de collecte de la manière la plus efficace et la moins douloureuse pour vous. Et enfin, le délégatif, c'est que c'est quand même vous qui allez faire cette collecte. Et en faisant beaucoup de communication et en faisant de l'accompagnement et en valorisant et en se servant de ces données comme un outil de valorisation vraiment des bibliothèques, en comparant par exemple à la fréquentation d'un parc d'attractions célèbre ou voilà, par exemple, voilà. Et ça donne envie et en tout cas collecte après collecte, de plus en plus envie aux professionnels de participer. Oui, donc moi, c'était une production centralisée des statistiques, mais c'était pas pour que les statistiques ou que les indicateurs, en tout cas, prennent le pouvoir. C'était bien pour qu'ils redescendent et qu'il y ait une forme d'appropriation par tous les collègues qui sont en charge de collection à la Bibliothèque municipale de Lyon. Et je parle bien de tous les collègues, tous les gestionnaires de collection, qui sont un certain nombre chez nous, et pas du tout non plus que ça soit... encore, je reprends l'expression de tour d'ivoire, un service centralisé de la politique documentaire qui décide pour tout le monde. Évidemment que les données doivent être recontextualisées et les personnes qui sont au mieux capables de les recontextualiser, c'est bien souvent les agents de terrain. Donc l'idée, nous, c'était de généraliser une forme de culture de la donnée à l'échelle de l'organisation. Et donc ça touchait aux alentours de 240 personnes. Alors du responsable de bibliothèque qui est en charge de la politique documentaire de son établissement à des agents qui vont avoir un temps beaucoup plus limité sur les collections, des fois très limité, mais des fois où c'est la majeure partie de leur travail. Alors face à ça, effectivement, moi dans ma carrière, j'ai été confronté à un certain nombre de réticences. On a parlé de data analphabétisation tout à l'heure, j'ai trouvé le terme très intéressant. Je parlerai aussi des fois de dataphobie, où il y a des collègues qui vraiment sont dans le rejet de la donnée et qui souvent, nous, en bibliothèque de lecture publique, viennent d'études littéraires, etc., où il peut y avoir vraiment une peur et puis un choc quand on se retrouve au début de sa carrière devant des tableaux Excel avec plein de chiffres alors qu'on a fait des études pour éviter un petit peu tout ça. L'idée autour de ça, c'est de rassurer, de rester simple dans les indicateurs et aussi beaucoup de formation. Et ce qui me semble impondérable, c'est du temps. Ça se fait vraiment pas en un jour. Je pense qu'il faut aussi rester honnête dans son utilisation des données. Moi, j'ai été confronté un certain nombre de fois à des collègues qui viennent me demander des billes pour un projet ou ce genre de choses. Alors voilà, j'explique que c'est pas comme ça que ça marche. Si les données contredisent vos préjugés ou en tout cas ce que vous pensiez en premier lieu, il faut quand même les prendre en compte. Il y a des collègues qui sont aussi pas convaincus de tout ça. Donc là, on peut démontrer par l'usage. Et un bon moyen de faire passer de la donnée, peut-être que j'enchaîne si j'ai quand même une minute pour les data visualisations. Alors, c'était pas celle-là. Mais nous, toutes les données qui sont produites, donc elles sont produites sous forme de chiffres qu'on peut aller consulter, mais elles sont aussi disponibles
disponibles sur des outils de data visualisation que je ne vais pas détailler, évidemment, on n'a pas le temps. Alors, moi, je conçois ça sous Excel. Hein. C'est des outils qui sont dynamiques. Hein. Donc, ce que vous voyez ici, ce n'est pas issu d'un rapport. Hein. Le tout petit tableau du haut, c'est un tableau sur lequel on peut sélectionner sa bibliothèque, la catégorie documentaire, un domaine. On peut aller à un niveau de granularité assez fin. Et après, on a des tableaux de bord. Alors, je vous propose de vous raconter une micro-histoire en 1 minute. Hop. Non, je suis parti du mauvais côté. J'ai tout cassé. Emmanuel au secours, c'est la panique. Donc l'idée, voilà, je parlais de preuve par l'exemple, éventuellement pour sensibiliser à la donnée, pour rassurer des collègues qui seraient dans une forme de dataphobie ou de data-alphabétisation. Non ? Bon. Bon, ouais. Voilà, bon, enfin, c'était juste pour montrer, voilà, il y avait un exemple avec une des bibliothèques où, grâce à cette data visualisation qui permet de se comparer entre bibliothèques à l'échelle du réseau des bibliothèques municipales de Lyon, on constatait en 2022 que la bibliothèque de Saint-Rambert disposait de très peu de bandes dessinées par rapport aux autres bibliothèques. Et dans la deuxième slide, on voyait que 2 ans après, la bibliothèque de Saint-Rambert avait beaucoup plus de bibliothèques parce qu'on avait mis de l'argent là-dedans et que ça avait fait exploser le nombre de prêts. Voilà, c'était une histoire très simple, mais une jolie histoire, mais une parmi des dizaines et des dizaines d'histoires qui j'espère, se reproduisent dans le réseau des bibliothèques municipales de Lyon grâce à ce genre d'outils. Donc voilà. Comme il nous reste pratiquement pas de temps, est-ce que vous voulez dire chacun une phrase pour conclure, à la fois sur le retour d'expérience sur vos projets particuliers et sur leur pérennité et leur voilà, ça va suffire pour 1 minute. Alors par rapport à l'open data, peu de réutilisation. On en a parlé hier soir en conclusion sur 400 jeux de données. Je crois qu'il y a 25 à peu près réutilisations publiées. Et alors ce qui est peut-être surprenant, mais peut-être pas tant que ça, les données qui sont les plus consultées, c'est le fichier l'annuaire des bibliothèques en fait. Voilà, nos pistes pour le futur, c'est l'automatisation du versement des données où voilà, ça c'est vraiment un enjeu pour la pérennisation de l'open data, mais très compliqué de parvenir à sa mise en œuvre. Alors là, on est vraiment dans un alignement assez spécial des planètes, puisque nous sommes dans le début de la semaine de comptage de la fréquentation des bibliothèques publiques organisée par l'État. Et en même temps se tient, il ne vous aura peut-être pas échappé, le congrès de l'Association des maires de France. Voilà, donc c'est une espèce d'alignement. Et ce comptage, en tout cas de la fréquentation des bibliothèques municipales, organisé par l'État, eh bien, il a été inspiré par la méthode employée par la bibliothèque départementale du Val d'Oise. Donc la continuation en fait de ce comptage précis, elle se fait cette semaine-là et elle va se faire 2 fois par an à partir de l'année prochaine. Donc ça, c'est une chance formidable et une chance que ce soit un moment où vont se décider beaucoup de choses en matière de politique publique dans les communes et les intercommunalités. Voilà, donc merci beaucoup. Merci de vous être adapté au temps imparti. Merci beaucoup. Merci, je suis désolé, on se croirait à la radio, d'avoir un timing aussi serré. On va quand même prendre une question si jamais il y en a dans la salle. Oui. Bonjour, je suis Romain Ferret, le directeur du CRFCB Média Normandie. J'avais une question pour les 2 collègues des bibliothèques départementales. Est-ce que, de quelle manière vous collectez et vous utilisez vos données d'activité sur l'activité formation continue ? Et je veux savoir quels indicateurs vous utilisez par rapport à ça. Et je ne sais pas si vous remplissez
le bilan pédagogique et financier, c'est des choses que vous devez fournir également. Voilà, comment est-ce que vous mesurez cette partie-là de votre activité? Parce qu'on a beaucoup parlé, la donnée plutôt usage, collection documentaire, fréquentation. Voilà. Alors là, ce n'est pas une donnée qui est collectée dans le cadre des données qui sont collectées, celles dont je parlais, statistiques d'activité des bibliothèques. Donc c'est le service formation, le pôle formation de la bibliothèque départementale qui fait son propre bilan. En coordination avec le CRFCB de Bretagne. Du coup, on a des données chiffrées sur le portail, mais j'ai pas plus d'informations à faire remonter. Et en tout cas, celles-ci ne sont pas publiées en open data. Merci beaucoup.